toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bonne fête à toutes les mamans en retard, c'était donc hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on a fait d'ailleurs une vidéo au niveau de My Lovely Planet avec Clément Lebras, le CEO et fondateur de cette application mobile et de start-up française, et notamment Rémi, qui est le responsable de la croissance et des partenaires. Je trouvais ça très intéressant, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette interview. Même si vous ne vous sentez pas concerné, que ça ne vous intéresse pas, ça peut être peut-être intéressant d'aller jeter un petit œil, en tout cas sur la première partie de la vidéo, pour essayer de comprendre un petit peu cette passation entre le Web.2 et le Web.3, puisque My Lovely Planet a un business model qui est, il semblerait, bien installé, quelque chose de tout à fait logique vis-à-vis du free-to-play, quelque chose qu'on connaît très bien dans les applications mobiles, type Candy Crush, Clash Royale, etc., sans pour autant te parler directement de l'application d'elle-même, mais comment on essaye en fait d'introduire cette passation et cette direction vers le Web.3 et une aide finalement à l'adoption de masse. Je pense que ça peut être intéressant, à minima, pour répondre à cette question. De l'autre côté, on parle Bitcoin. On va faire un petit peu d'Ishimoku Kinkuyo. Bull, bear, qu'est-ce qu'on attend? Breakout, dans l'espoir d'un fake-out, potentiellement de chercher une accélération. Peut-être plutôt pour les bears pour l'instant. En tout cas, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer sur des plus petites time frames. On a cassé cette oblique, une acceptation sous l'oblique. On peut jouer éventuellement cette semaine l'accélération baissière. Ça peut être intéressant pour pourquoi pas se positionner en tant qu'acheteur dans des poches de liquidité complètement logiques, puisque côté bear, on l'a fait. On parle de tout ça et on commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Valeurs traditionnelles, crypto-actives, j'utilise depuis plusieurs années sur mes investissements. Faites attention, le risque de 100%, c'est une stratégie de risk management d'investisseurs, voire holders, et malheureusement, dans la plupart des cas, côté crypto-actif, plutôt holder perdant pendant un certain temps. Je vous invite à aller la découvrir et peut-être vous trouver des pistes de réflexion pour parfaire votre propre stratégie. On va parler Bitcoin, mais juste avant ça, je le rappelle, vis-à-vis des giveaways, par rapport à Swissborg, que je vous garantis 25 € en USDT ou en CHSB, que je vous envoie directement via le Smart End de Swissborg. Donc c'est une forme de récompense pour vous inviter à partager, puisqu'on est très proche de Swissborg par rapport à leur CRA, qu'on avait fait pas mal de vidéos par rapport à cela. J'aime beaucoup cette application qui aide finalement à transformer ou à révolutionner cette finance du futur et la banque du futur. Je trouvais ça plutôt intéressant. C'est suisse, donc européen, et j'aime bien porter les projets européens. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, en tout cas vous renseigner. On a fait pas mal de vidéos par rapport à ça sur la chaîne des rois du Bitcoin. Côté Bybit, toujours la même chose, c'est jusqu'à la fin du mois, donc je redistribue jusqu'à 5000 $, qui sont entre Swissborg et Bybit, 25 USDT qui sont validés si vous faites un premier dépôt via mon lien par rapport à Bybit, donc ça c'est que pour les contrats futurs. Et si vous remplissez, pensez bien à remplir le petit Google Doc, le petit Google Form juste ici, moi je double ce bonus de 25 $ supplémentaires pour les 100 prochains. Tout simplement, vous êtes déjà pour une quarantaine, vous êtes inscrit via le lien, il en reste 60 si vous voulez en profiter. C'est jusqu'à la fin du mois, tout simplement. On revient par rapport à Bitcoin. Ça va être relativement rapide vis-à-vis de technique. Il ne se passe strictement rien. Pourquoi? Parce qu'on avait délimité il y a maintenant plusieurs semaines de cela 2 bandes de range entre les 28 715 $ et juste ici les 25 800 $. Eh bien, on ne vient pas les chercher. Ces bandes de range pour l'instant, elles sont toujours là et ça n'a toujours pas sonné. Dès lors, qu'est-ce qu'on attend? Une accélération baissière, un arrachement haussier, on va retrouver les plus hauts et toujours plus hauts puisque la tendance de fond reste haussière. C'est toujours la même chose. Tant qu'on est dans cette zone de combat, il ne se passera strictement rien. On attendra donc des confirmations qui sont toujours précédées d'une émotion, une acceptation pour essayer de jouer l'accélération. Par contre, ce qu'on est en train d'observer ici, c'est quelque chose qui est très important. On est en train d'accumuler, tant bien que mal, des liquidités, que ce soit au nord ou que ce soit au sud. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Par contre, est-ce qu'on peut éventuellement anticiper un breakout? Non, on ne peut pas l'anticiper. Pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les volumes. Et actuellement, les volumes, ils sont inexistants sur ce marché. Et quand je vous dis inexistants, c'est que j'ai rarement vu des volumes aussi plats et aussi dégradés. On fait des plus bas, toujours plus bas que les précédents, toujours plus bas que les précédents, toujours plus bas que les précédents. Alors on peut éventuellement essayer d'observer les espèces de petites structures qui sont... Non mais c'est complètement descendant. Il n'y a pas de retour de la volatilité, il n'y a pas de retour des volumes, il ne se passe strictement rien, à part jouer sur nos émotions. Et ça peut durer longtemps, cette histoire, pour être tout à fait honnête avec vous. Qu'est-ce qui sera le déclencheur? Je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y aura des news catchy-danges? Je n'en ai pas la moindre idée. Que ce soit la hausse ou à la baisse, je ne connaissant pas l'avenir, je jouerai en fonction de ce que je vois. Mais en tout cas, actuellement, ce qu'on peut prétendre, c'est que ce mouvement, et si mouvement haussier il y a 100 ou baissier sans volume, ce sera donc possiblement considéré comme un fake-out. Tout simplement.
Il faudra être très attentif par rapport à ça. Actuellement, il n'y a plus de volume sur ce marché. Côté RSI, on avait quelque chose qui était intéressant, qui était en train de se mettre en place, notamment en daily, sur une toute petite contraction, elle était là. En fait, c'était hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, on était plutôt comme ça hier. On était en train de clôturer peut-être une toute petite structure, finalement on est complètement ravalé, et on vient chercher la bande de base, toujours en train de faire cette wake of check par rapport à ce magnifique W dans un petit W, dans un magnifique W en daily et peut-être voir en weekly, mais on avait ça sur 3 bougies au niveau du prix. Actuellement, il ne se passe strictement rien, plutôt aussi jusqu'à preuve du contraire, et on est en train tout simplement de faire une contraction. La résolution sera potentiellement importante. C'est exactement ce qu'on avait vu ici avec une forme de fake out en retour et puis une accélération haussière sans pour autant aller chercher les précédents lots. C'était ça qu'il fallait bien évidemment observer. Actuellement sur cette oblique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train d'accepter sous cette oblique. C'est pas très bullish l'histoire. D'ailleurs, on peut faire une forme de réciprocité par rapport à Ichimoku Kinkoyo pour pourquoi pas aller chercher cette petite zone de liquidité de longue. Pourquoi la zone de liquidité de longue est intéressante pour pouvoir se positionner? Parce qu'on va chercher généralement les extrêmes, bas de range, haut de range. Actuellement, on est plutôt dans un bas de range, puisqu'on revient chercher cette petite box rouge ici, là où les range traders doivent se positionner, doivent se montrer pour aller vendre quoi? Le haut du range. Mais cette zone de liquidité de vente ici, au niveau des shorts complètement évident, elle était prise sur cette toute petite mèche que vous voyez là par rapport à ce précédent high. Donc oui, on tente de retourner la dynamique, mais actuellement, il n'y a pas de clôture. Et on fait des réintégrations de range, et les réintégrations de range sont jamais très bénéfiques. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas bullish l'histoire actuellement. Si on passe sur Ichimoku Kinkoyo, au niveau des gaps, rien de plus, on avait comblé d'ailleurs le gap la semaine dernière, on ouvre 100 gaps actuellement, vous en avez un plus haut, vous en avez deux plus bas, et voire beaucoup plus bas, et voire beaucoup plus haut. Mais actuellement, on est toujours dans ce range, il se passe strictement rien. On fait un tout petit tour sur Ichimoku Kinkoyo, parce qu'il y a des trucs qui sont super intéressants. On avait d'ailleurs essayé de gradualiser ce petit falling wedge, on va pas forcément en parler d'ailleurs, on va changer de chart, on va prendre celui-là avec les imbalances, il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste formidable. On passe Ichimoku Kinkoyo ici en weekly. Qu'est-ce qui se passe en weekly au niveau d'Ichimoku Kinkoyo? Rien. On n'arrive pas à atteindre notre Tenkan. Peut-être aller chercher une forme de déséquilibre par rapport à cette Kijun ici, voire sur une moyenne mobile trimestrielle, juste là sur l'imbalance et potentiellement un autre imbalance beaucoup plus bas par rapport à des gaps CME. Donc vous avez un gap ici, vous avez un gap ici, vous n'avez pas de gap ici, je crois. Aussi, vous avez d'ailleurs un gap ici. Bon, déséquilibre égale gap égale éventuellement atterrissage par rapport à une accélération baissière. Est-ce qu'on peut la jouer? C'est pas complètement fou de pouvoir jouer éventuellement cette petite accélération baissière, puisqu'on l'a eu en fait cette confirmation et cette acceptation. Regardez. Juste là, on a fait une réintégration. On a tenté en fait de catapulter au niveau de la Kijun Tenkan pour aller chercher potentiellement une SSA. Or, on échoue. Donc, on est neutre. La Chikuspas est rentrée dans le nuage, donc neutralisée et sous le prix. Donc, pas bullish l'histoire. Et on accepte et on fait même un hammer inversé ici par rapport à notre Kijun, juste là. C'est pas bullish et on peut tenter l'accélération. Ceci n'est pas bullish. C'est plutôt en fait un play bearish ici. Donc oui, on peut très bien tout avaler, aller chercher une pause de liquidité, clôturer là-dessous, et pourquoi pas aller chercher le twist juste là, et pourquoi pas aller chercher au niveau de notre Shikun Span, pour pouvoir aller nous chercher des précédents highs, ou des futurs highs. C'est pas complètement impossible. Pour moi, le bon signal, ce serait de venir accepter ici, au-dessus des 29 000 $. Je vous l'avais dit depuis longtemps, et je pense que si on vient à être tenté d'une accélération au-dessus des 29 000 $, c'est clairement pas pour laisser les bears ici tranquilles au niveau de leur précédent high. Il y a des stops complètement évidents et vous n'avez pas des petites positions. Vous avez des très grosses positions qui se trouvent actuellement au-dessus des 30 000 $. Donc on viendra très probablement les déloger. Pour le coup, si c'est bearish, on n'a rien à faire là-haut. C'est toujours la même chose par rapport à cette mécanique psychologique complètement logique. Rien de plus à dire. Côté 4 heures, c'est également bearish, tout simplement. Vous êtes actuellement en train de travailler sous le prix, on est en train de bloquer ici, on peut même faire le petit twist ici en H4 par rapport à notre Shikun Span. Actuellement sous le nuage, actuellement sous la Tenkan et actuellement sous la Kijun, c'est baissier. Confirmation, acceptation, on peut tenter l'accélération pour aller chercher l'objectif plus bas, à minima, les poches de liquidité complètement logiques, sous les 25 800 $. Est-ce qu'on ira, oui ou non, dès lors, chercher ces fameux 25 000 $? C'est pas complètement possible, puisque si on revient par rapport à nos zones de volume, vous avez un trou dans le volume profil juste là, et il faudra bien évidemment que ce soit ravalé. Donc ce que je veux, moi personnellement, en weekly, parce moi je regarde beaucoup en weekly, juste là, par rapport à ces deux bornes de range qu'on avait délimitées ensemble, juste là, vous voyez, ces deux petits plays ici, c'est en fait une borne de range haute, borne de range bad. Actuellement, on est toujours dans un range. Il faut juste pas qu'on vienne clôturer en dessous des 25 800 $ si on veut rester, bien évidemment, dans cette tendance. Si on venait à clôturer là-dedans, ce ne sera pas bullish. Et pour moi, on ne s'arrêtera pas à 25 000 $. En tout cas, j'en doute. Je ne pense pas que ce soit juste pour prendre de la liquidité. Pourquoi? Parce que la liquidité a été prise déjà précédemment. Où ça? Ici. Vous voyez bien que la liquidité a été déjà prise. Donc pourquoi revenir si la liquidité a été déjà prise? Il faut aller chercher la plus haute maintenant. Maintenant, je reste haussier. Pourquoi? Parce que la tendance est haussière et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans ce trend haussier. D'ailleurs, on clôture bien sur cette petite trend line ici.
Allez, on attend la réaccélération. Est-ce qu'on va nous la donner? Pour l'instant, rien ne l'indique. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Côté order flow, c'est pas bullish non plus, malheureusement. Hein, côté order flow, dès qu'on voit un tout petit peu d'IP, parce que la volatilité est très contractée ici, on a une explosion au niveau des open interest. On parle de 300 millions de dollars d'open interest supplémentaires. C'est plutôt les comptes publics ici, les retail, qui commencent un petit peu à acheter, alors que les top traders sont plutôt en déclin. Vous avez un ratio long short plutôt à faire des shorts ici et des spreads qui sont plutôt négatifs, voire très négatifs. Donc une prépondérance de l'offre par rapport à ce marché. C'est pas bullish histoire, les CVD qui sont en train de se péter la tronche. Bon, bah franchement, je pense qu'on a pas mal d'ingrédients. Hein, désolé pour les boules, mais on a pas mal d'ingrédients, au moins pour les bears, pour leur donner ça, pour aller chercher à les nettoyer, ce prix un tout petit peu plus bas. Voilà, maintenant, est-ce qu'on va venir taper ma zone basse ici? J'en ai pas vraiment d'idée. Si c'est boule, ça devrait être boule. Mais plus en fait on contracte la volatilité, plus en fait on essaye de se concentrer. Actuellement, on l'a sous les yeux en weekly, en plein milieu d'un range. Bah, généralement, on vient chercher dans les deux sens. Généralement, on vient chercher dans les deux sens. Donc faites très attention au niveau de ces breakouts qui peuvent se transformer en fake-out. On attendra donc une réintégration qui sera donc à ce moment-là considérée comme de la chasse à la liquidité, mais il faudra être patient. On n'achète pas des couteaux qui tombent comme on n'achète pas des fusées qui partent. On attend bien des confirmations et on essaye d'attraper et de choper l'accélération. L'accélération sur Bitcoin à la hausse, c'est pas avant les 29 000 $ pour ma part. Après, vous faites comme vous le sentez. Et l'accélération baissière, pour ma part, elle ne sera pas en dessous de cette fameuse borne basse ici des 25 880, 25 800 $. On pourrait presque aller jusqu'à 26 500 $ pour essayer d'anticiper une forme d'accélération baissière. Juste ici, si on vient chercher ces précédents highs, puisqu'on pourrait, pourquoi pas, aller chercher des ratios de 1 pour 1. Maintenant, quand je vous parle de ratio de 1 pour 1, je pense que c'est le plus important. Est-ce que c'est pas trop tard d'aller chercher en fait ces fameux acceptations? Donc on peut l'imaginer comme ça. Hein. Voilà, acceptation ici, et on prend l'accélération. Qu'est-ce qu'on prendra comme accélération par rapport à des targets? C'est toujours la même chose, des ratios de 1 pour 1. Donc on le prend ici, acceptation, confirmation, accélération, ratio de 1 pour 1 par rapport au précédent support ici, donc les bottoms provisoires par rapport à cette petite tendance. Si on vient faire le breakout, et ben ratio de 1 pour 1 parfaitement réaliste. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on a où chercher tous les précédents stops complètement logiques de vendeurs à découvert actuellement. Voilà. C'est ici. Après, est-ce qu'on doit se poser comme question, si ça venait à se confirmer, donc je pense que si on vient accepter là, bah, c'est pas pour réintégrer, je pense que c'est pour aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait précédemment. Vous voyez bien que ici, on est parti chercher tous les stops. Donc, pourquoi on reviendrait là-haut? Vous comprenez? Si c'est bear, pourquoi on reviendrait là-haut? Puisqu'on est déjà parti chercher la liquidité. Donc, si on vient s'accepter là, bah, l'objectif, c'est d'aller chercher les objectifs plus hauts, accepter, et pourquoi pas relancer le flux. Et là, on se dira, bah, c'est dommage. Ouais, je pense qu'ici, il y aura beaucoup de vendeurs. Et c'est exactement ce qu'on attend dans un marché haussier. Plus de vendeurs que d'acheteurs. Ici, il y aura très probablement beaucoup de vendeurs. Et surtout des vendeurs à découvert. Voilà, mais pour l'instant, on n'y est pas. On est très prédictif. Restons là-dessus, mais au moins, vous avez un petit peu tout le paramètre par rapport à ma représentation du marché sur des toutes petites time frames. Et malheureusement, sans volume. Et tant qu'il n'y a pas de volume, eh ben, il n'y a strictement rien à espérer, tout simplement. Donc, un nettoyage néanmoins des précédents lots et pas complètement à exclure. Parce qu'actuellement, sur des plus petites time frames, on vient de l'observer ensemble, c'est plutôt les bears qui ont la main. En revanche, les indices sont en feu. Les indices sont très bullish, on va y aller très rapidement. On avait d'ailleurs délimité des objectifs de cours qui étaient juste ici, ça prend son temps. Et oui, vous avez raison, c'est difficile, c'est lent, c'est périlleux, c'est émotivement dégradant, c'est tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on l'avait déjà anticipé? Oui, ça fait longtemps qu'on l'avait anticipé, on n'était pas complètement à côté de la plaque par rapport à cette petite extrusion haussière. Derrière, on va chercher cette petite oblique qui est juste magnifique, on peut même passer en weekly ici. On avait dit, ok, on peut faire des targets de AB égale CD, et pourquoi pas aller chercher un objectif de cours aux alentours des 4400 points. Bon, bah on s'y dirige jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais c'est normal, c'est les valeurs tech. Oui, non, mais jusqu'à preuve du contraire, on était plutôt bearish sur les valeurs tech. Hein. On vient de se retrouver un nouveau paradigme. On en a parlé vendredi dans le live des rois du Bitcoin par rapport à ces valeurs refuges. Et on est en train de nous revendre l'idée que le S&P 490, 495, ça va à la poubelle. Les seules valeurs qui tiennent, c'est Apple, les GAFAM, c'est les valeurs refuges, c'est mieux que l'or, c'est mieux de ce que vous voulez. Ça a de la réelle valeur et ça produit du rendement et surtout de la croissance. Et oui, les résultats n'étaient pas très mauvais sur le quarter au niveau de fin mars, début avril 2023. On l'avait bien anticipé. Généralement, quand vous avez des bons résultats, les fondamentaux suivent. Les fondamentaux suivent le cours est plutôt en avance et les fondamentaux suivent. Faites attention, on reste toujours dans cette idée-là d'année du réel. Dès lors, une chose qui est extrêmement importante, je vais faire deux choses pour les investisseurs et pour les traders. La première chose, c'est dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit sur les marchés financiers ou en dehors des marchés financiers, vous avez le droit d'être déçu.
Parce qu'on n'a pas pris le bon play. Parce qu'on n'était pas du bon côté. Parce qu'on a pensé par rapport à nos recherches fondamentaux, que ce soit nos cryptoactifs préférés, que ce soit nos actions préférées, et ben malheureusement, ça ne s'est pas couronné que succès. Ça n'a pas été couronné que succès. On peut être donc déçu, d'ailleurs plus souvent déçu, c'est ça qui est difficile psychologiquement sur les marchés financiers. Néanmoins, il faut s'interdire d'être surpris. Eh oui, on peut être déçu, mais pas surpris. Dès lors, si on commence à avoir une très forte dégradation au niveau des indices, si on voit une très forte dégradation au niveau du Bitcoin, si on vient à perdre les précédents lots par rapport à Bitcoin, je parle ici de sous les 15 500 $, peut-être que ça va en faire sourire plus d'un, mais attention à cela, parce que là, vous ne serez pas déçu. Si ça passe sous les 15 000 $, ceux qui n'y croient plus, vous serez surpris. Et la surprise est toujours corrélée de très fortes émotions qui alimentent des capitulations et des ventes massives, malheureusement, ou pour d'autres, et pour moi très probablement le premier, se transformeront comme de très fortes opportunités. La seule chose de pouvoir garantir l'acceptation d'une forme de déception, c'est de garder du cash toujours, et de ne jamais se surexposer. Côté trader, je vous donne un petit tips, si vous voulez, que j'ai essayé de mettre en place. On a souvent tendance, quand on vient d'arriver en tant que trader amateur, plutôt débutant, quand on n'est pas très expérimenté, on cherche en fait des trades qui sont évidents. Donc qui sont émotionnellement évidents. Donc émotionnellement faciles à prendre. Ce petit breakout, etc. En fait, c'est toujours intéressant d'essayer de capturer ces formes d'accélération. Attention, non pas de ne pas trop être gourmand, parce que la plupart du temps, on a tendance à laisser courir, entre guillemets, nos gains, mais de façon trop éloignée par rapport au risque que nous avons pris, hein, des fameux ratios de 1 à 10, 1 à 20 avec des leviers importants. Faites attention par rapport à ça. Mais vous serez plus souvent gagnant, finalement, si lorsque vous appuyez sur le bouton, que vous soyez boule ou que vous soyez bear, si celui-ci est émotionnellement ardu. En fait, prendre des billets là-dedans, prendre des longues là-dedans, c'est très émotionnellement aisé. Prendre des longues sur Bitcoin, si on venait à chercher des poches de liquidité complètement logiques, donc comme ce qui a déjà été fait par exemple ici, c'est émotionnellement ardu. Bizarrement, on voit qu'on a bien fait le TEP 1 et TEP 2. J'ai pas pris celui-là, je l'avais loupé, j'ai pris celui de juste après moi, j'ai pris celui-là, là, sur les 26 400 $, me semble-t-il. J'en ai vu plusieurs d'ailleurs, le prendre celui-là, bravo. Hein. Donc on a eu raison de prendre nos profits puisqu'on est en train de se faire renvoyer dans les cordes. Donc toujours essayer de trouver, de chercher là où pour vous, ou la majorité, c'est émotionnellement ardu de prendre une position. C'est là où vous aurez en fait les meilleurs risques-récompenses. C'est difficilement, hein, c'est très difficile émotionnellement parlant. Mais c'est toujours la même chose. Pour les investisseurs, déçus oui, surpris non. Et pour les traders, émotionnellement ardu oui, émotionnellement évident non. Un trade évident n'existe pas. C'est super important de bien le rappeler. Dès lors, je reviens sur mes indices par rapport à cette forme d'euphorie, puisqu'on me demande de plus en plus de faire des petites top actions des membres, etc. Avec grand plaisir, j'en ai sélectionné 5 et 5 cryptos, 5 actions. Je le ferai donc mercredi matin, 7h du matin. On va le pousser et je vous ferai en fait une forme de recherche. On va essayer de scénariser sur ce qu'on pourrait attendre et éventuellement se couvrir d'une forme de déception et comment on pourrait éventuellement l'anticiper. Donc recherche un petit peu technique et fondamentale par rapport à des actions qu'on aura soigneusement sélectionnées. Je pense à Netflix par exemple, puisque j'ai eu une conversation ce week-end avec des membres de ma famille et j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver par rapport à nous, notre expérience et notre expertise qu'on peut avoir en étant très régulièrement derrière les écrans ou à chercher ces mouvements de capitaux ou ces données finalement par rapport à ce que pensent les gens. Et je trouve ça très intéressant parce que je suis à l'opposé de ce que le public pense finalement, ceux qui ne sont pas initiés, je parle, ceux qui sont en dehors du marché. Et je pense que vous allez, si vous êtes là depuis plus de 6 mois, 8 mois, 1 an, vous avez dû déjà en fait commencer à avoir cette forme de dissonance, de disparité, de fracture entre ce que vous pensiez avant et ce que vous pensez maintenant et ce que les membres et vos proches pensent encore aujourd'hui. Faites attention à ça, ne vous laissez pas piéger par ce type d'émotivité, puisque généralement on a tendance à s'éloigner de notre famille. Nous on a raison et ils ont tort, c'est faux. Ils ont peut-être raison trop tôt. C'est très important de bien le comprendre. Faites attention à ça, mais ne vous éloignez pas de vos proches parce qu'ils ne vont pas dans votre sens. Eux ne sont pas au courant que vous avez beaucoup plus de connaissances, même si ça fait pas si longtemps que ça, que vous parcourez les marchés crypto et les marchés financiers. Je pense que c'est très important. Les écrans, c'est bien, mais c'est pas le plus important. En tout cas, il faut pas forcément s'en convaincre, mais en tout cas bien le comprendre
comme cela. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire vis-à-vis de notre ami Bitcoin. Ethereum, c'est à peu près la même chose, même si on vient chercher, encore une fois, cette petite pullback, on a des petites structures qui sont pas très belles, mais tant qu'on vient rester, garantir au-dessus des 1850 $, je serai donc plutôt vers la hausse et plutôt axé vers la hausse plutôt que d'aller chercher des précédents lots. Pourquoi? Parce qu'on est déjà parti chercher la liquidité. Voilà. Et il nous manque celle du Nord, en fait, à aller chercher dans des grosses time frames, je parle. Ici, pas sur des tout petits time frames, sans volume, et vous avez compris un petit peu l'idée. On fait juste un tout petit peu, et on va aller très rapidement là-dessus par rapport à Glassnode qui nous a proposé ça. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent. On va prendre encore 5 minutes parce qu'on a 3-4 news à faire et je vous laisse tranquille. Regional Overhead Supply Change. Ça, c'est en fait c'est très bien ce qu'ils ont fait au niveau de Glassnode par rapport à des flux de supply vis-à-vis de la dominance par rapport à des pays, par rapport à des continents. Donc vous avez en bleu les États-Unis, en rouge la Chine, en orange l'Europe. L'Europe toujours très conservateur. Vous avez compris un petit peu l'idée. On suit plutôt les États-Unis, nous on aime bien un petit peu, on est en train de les counter, etc. Ce qui est juste très intéressant à observer, c'est que généralement quand la Chine reprend du poil de la bête, c'est pas forcément bullish histoire. On est plutôt dans une forme de distribution ici. Et c'est pas ce qu'on est en train en fait finalement d'observer actuellement au niveau du cours, même si peut-être qu'on a déjà commencé cette distribution, une manipulation de marché, réintégration, et on va peut-être aller chercher beaucoup plus bas, je ne dis pas du tout le contraire, et c'est pas grave, ce sera toujours des opportunités, puis on rachètera dans la descente sans aucun problème, puisqu'on n'est pas surexposé. Mais on a une forme de dichotomie entre l'US, entre les États-Unis et la Chine. Les US, très polarisés par rapport à la politique. Actuellement, Biden n'est pas très chaud crypto. Alors qu'actuellement, l'Asie, d'ailleurs, ils en ont parlé, la Chine, au niveau du Web3 sur la chaîne publique chinoise. C'est quand même un boom incroyable quand même ce qui s'est passé, alors qu'il y a un an en arrière, ou un an et demi en arrière, c'était pour la 7e fois, Pine, China, Bitcoin, tout ce que vous voulez. Il y a Hong Kong qui va permettre à l'ensemble des particuliers et les institutions chinoises de pouvoir spéculer sur les top players, si vous voulez, ou les top capitalisations, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, etc. Filecoin également d'ailleurs, donc très content de l'observer, j'espère que ça va faire quelque chose côté Filecoin. Et d'ailleurs, on a commencé à ressentir ses premiers prémices. Regardez, celles et ceux qui sont actuellement sur des grosses caps, regardez si ça a déjà bougé par rapport à Buy the Rumor, peut-être Sell the News par rapport au marché chinois, ou notamment de Hong Kong par rapport à ce début juin. C'est en train d'être mis en place. Donc est-ce qu'ils sont en train de pricer? Peut-être qu'ils sont en train de le pricer. Donc on a une forme en fait de dichotomie entre ces deux grandes puissances, juste ici, et qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, c'est la très bonne question. En fait, on range. C'est un espèce de bras de fer, finalement, qui est en train de se mettre en place, et on voit que le cours est en train tout simplement de ranger. En fait, on s'annule mutuellement. On n'est pas à l'unisson. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que quels que soient les mouvements de marché, on était plus souvent en forme de disparité, plutôt qu'à l'unisson. On a rarement été à l'unisson, mais comme on peut l'observer, c'est plutôt les Américains qui lancent ces magnifiques rebonds aussi, ou ces bull runs, et actuellement, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Donc, est-ce qu'on a trouvé notre top provisoire, en tout cas de ce top par rapport à ce tout petit cycle haussier, ces petits arrachements haussiers? Finalement, quand on observe ça, c'est pas complètement impossible, ce qui permet encore une fois de mettre un petit peu de renforcer un billet vis-à-vis de nos bears préférés, tout simplement, en tout cas membres de la communauté qui sont plutôt bears. J'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça, j'ai trouvé ça très intéressant, j'aurais bien évidemment préféré que ce soit plutôt à l'unisson, un petit peu comme ceci, ou même un petit peu comme ça, vous voyez, là c'était beaucoup plus à l'unisson finalement. Actuellement c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Basta, l'OPEP+, ça va faire beaucoup de bruit, notamment sur les médias plutôt traditionnels et comme les médias mainstream ou plus spécialisés. L'OPEP a décidé de réduire encore de 1 million de barils la production jour vis-à-vis d'une décision qu'ils ont prise donc hier. Est-ce qu'il y a une forte réaction au niveau du marché du brut? On va regarder ça tout de suite. La réponse est pas tant que ça. 2% d'augmentation, mais c'est pas les 10% qu'on avait chopé alors qu'ils avaient fait ça il y a un mois. Donc il y a un mois, ils augmentent de 1 million, enfin ils baissent leur production de 1 million de barils le jour. Ça pump sévèrement. On vient chercher les gaps, voire un peu plus bas. Et là, ils repartent et c'est pas le même effet escompté. Faites attention parce que c'est déterminant et catalysant par rapport à une récession proche, par rapport à la diminution au niveau des demandes d'hydrocarbures et notamment des matières premières. Actuellement, c'est pas bullish l'histoire au niveau des matières premières. On est plutôt en train de se dégrader, que ce soit au niveau du brut, du Brent, ou que ce soit au niveau des matières premières, de l'indice des commodities sur Bloomberg. C'est pas bullish l'histoire. C'est généralement les premiers à se dégrader. Et on a des magnifiques structures. Regardez, des M-top dans des M. Et on piège un petit W weekly dans un magnifique M-top, d'un espèce d'un W. Là, c'est plus bullish l'histoire. C'est propre, pour être tout à fait honnête. Quand on parlait sur les commodities ou sur le forex, c'est relativement propre au niveau des structures. Généralement, c'est difficile à jouer parce que c'est en mode latence, si vous voulez. Il y a beaucoup moins de volatilité que sur les marchés crypto. Mais honnêtement, les structures sont données et c'est clairement pas bullish l'histoire.
On revient sur une forme de neutralité. Est-ce qu'on est en train tout simplement de nettoyer les excès par rapport à l'explosion et la relance économique, notamment américaine, chinoise, européenne, tout au long de ce magnifique cycle post-Covid? La question, bien évidemment, reste ouverte, mais ceci n'est pas aussi au niveau des commodities et généralement, ce sont des prémices d'une forme de récession. Voilà, il faut comprendre comme ça. D'ailleurs, en parlant de récession, on fait ce travail, mais on refait ce travail par rapport à ce cross au niveau des taux à 10 ans et des taux à 3 mois. Bon, bah, généralement, quand vous avez ce magnifique cross entre juste ici, vous le voyez comme moi, ces taux à 10 ans et les taux à 3 mois que vous voyez qui sont en train de littéralement éclater les plafonds, actuellement à 5,30 par rapport aux taux à 3 mois, les taux très court terme, et ben vous prenez une récession dans les 6 mois. Bon, on a dépassé les 6 mois, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, on y a même un tout petit peu plus de 6 mois. Allez, on se le prend une semaine après pour avoir la bonne confirmation. On se retrouve ici, on est à 210 jours. C'est 182 jours, 183 jours au niveau de 6 mois. Donc, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un effacement de tous les excès de ce début d'année 2023 ? Je vous le dis et je vous le rappelle, les opérateurs de marché, comme les institutionnels, comme la Smart Money, prennent leurs profits, font leurs profits les 6 premiers mois de l'année. Nous y sommes, 6 premiers mois de l'année. C'est super important. Nous avons d'ailleurs, en parlant de 6 premiers mois de l'année, il y a des personnes qui sont beaucoup moins bullish, sans parler des indices, mais plutôt des cryptoactifs, juste ici. Si vous prenez en fait votre strike price au niveau de décembre 2029, il y a quand même un paquet de bonhommes qui sont en train de pricer un Bitcoin sous les 5000 $. Ils mettent des puts sur un strike price à 5000 $. Ça veut dire qu'ils sont garantis d'acheter, de vendre, du Bitcoin à 5000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils encadrent un Bitcoin sous, et allègrement sous les 5000 $ d'ici la fin de l'année 2023. Il y en a qui le jouent. Alors oui, il y a une forme de forte disparité, puisqu'il y en a qui jouent aussi les 65 000 $, il y en a aussi qui jouent les 35 000 $, il y en a qui jouent les 30 000 $, mais c'est un strike price quand même. Donc là, effectivement, on ne le voit pas bien, parce que c'est pas encore tout à fait déterminé. Peut-être que ça, aujourd'hui, c'est un strike, mais demain, ce sera plus rien, puisque généralement, les plus grosses expirations sont généralement celles de fin d'année. Actuellement, on est sur des expirations trimestrielles. Le max pain price est à 24 000 $, donc faites attention par rapport à ça, c'est très important. Actuellement, ça a plutôt tendance à bien le suivre. Max pain price, 24 000 $. Dès lors, il n'est pas complètement illusoire de penser, et encore une fois pour renforcer un billet bear, qu'on se retrouve entre les 23 000 $ et les 25 000 $ à la fin du mois. Évidemment, pour aller chercher, pour renforcer un billet extrêmement bear, pourquoi pas faire des exubérances de marché juillet-août, c'est pas comme si ce n'était pas déjà arrivé, et puis on annule tout au niveau de la rentrée de Wall Street, puisqu'il commence déjà à partir en vacances, et puis on repart sur une forme de dégradation, une forme de dépression, tout simplement au niveau du marché, et pourquoi pas dans l'attente de l'halving, tout simplement. Donc je ne sais pas, on est très prédictif ici, il faut y réfléchir, mais ceci est ma boussole. Vous voyez ma boussole, encore une fois, je le dis très souvent, mais honnêtement, je ne serais pas surpris qu'on ait un Bitcoin à 24 000 $. De là à aller péter tous les précédents highs pour aller repartir sur les 24 000 $, je suis pas complètement, c'est pas complètement désabusé. Donc faites attention aux émotions de breakout qui peuvent très probablement se transformer en fake out, tout simplement. Donc beaucoup d'analystes actuellement visent ces 25 000, 24 000, 23 000 $. Moi, j'ai une target à 23 900 $. Est-ce que ça veut dire que je la joue maintenant? Non, puisque actuellement, je n'ai pas de confirmation. J'ai des prémices de confirmation et on peut prendre des shorts. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne les prends pas personnellement. Pourquoi? Parce que la tendance de fond est haussière. Et je ne suis jamais contre tendance. Jamais sur des swings. Très important de le rappeler. Je finis sur 2 petites news. Mais je ne voulais pas oublier ça. Oui, je l'avais sous les yeux. D'ailleurs, je l'avais noté. Par rapport au sentiment. Vous vous rappelez, il y a peut-être 10 jours en arrière, au niveau de Wall Street, on était sur les 56, 57, et au niveau de S&P 500, Wall Street, voilà, 56, 57, un truc comme ça, et S&P 500, on était aux alentours des 52, 53. Bon, on est passé à 32, Wall Street 37, au niveau du DAX, donc officiellement récession vis-à-vis de l'Allemagne, on passe sous les 25. Waouh, c'est assez impressionnant. Honnêtement, on est toujours en train de counter le sentiment. Donc on peut continuer en fait à aller contre le sentiment sans pour autant avoir beaucoup de volume, mais ces mouvements haussiers ne sont malheureusement pas sains. Ces mouvements haussiers ne sont malheureusement pas sains. Actuellement, c'est ce qu'on peut malheureusement en conclure. Je finis sur 2 petites news. Et je finirai là-dessus. Bravo pour Binance, parce qu'il faut bien évidemment le souligner. Il reçoit l'accréditation au niveau d'une norme ISO de sécurité 27001, donc bravo à eux. C'est plusieurs années de travail. Donc grosso modo, je vais pas vous la lire, vous la retrouvez sur Cryptos, elle est très bien faite. Je vous le dis fondamentalement et psychologiquement ce que je ressens de cette petite news-là. C'est extrêmement simple, c'est vos fonds sont safe.
Il n'y a pas de problème. On retrouve la confiance. Et c'est ce qu'il nous fallait, en réalité, pour essayer de redonner l'envie à du retail de venir nous acheter nos crypto-monnaies préférées avant que les gros institutionnels se barrent du marché. Ça peut se faire en 3 mois ou en 2 mois. Et c'est pour ça que j'envisage toujours ces target name, ces objectifs aux 42 000 $. Ça permet de nous aider. C'est très méchant ce que je suis en train de dire, mais on va bien vendre nos tokens à quelqu'un. On ne les vendra pas à Bill Gates ou à Warren Buffett, nos tokens. Il faut bien les vendre à quelqu'un et nos profits, on les prendra bien quelque part. Donc généralement pour des personnes nouvellement arrivées. Et ce type de news permet de rassurer, si vous voulez, la communauté internationale. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent de vous le rappeler. Je continue avec quelque chose de très intéressant, parce qu'on parle de Binance plutôt positif, mais côté Coinbase, c'est pas forcément positif. Le fisc des États-Unis peut accéder aux données clients. Ouais, honnêtement, c'est pas nouveau. On sait très bien que quand vous mettez un KYC, que si TrackFin veut aller vous chercher toutes vos transactions, ils peuvent le faire. On le voit avec Ledger par rapport presque à vos deniers sur des wallets physiques s'ils les ont en possession, ou avec Recovery, c'était possible s'ils sont assignés par des gouvernements, etc. Ok, on sait que c'est possible. D'accord. Soit on le fait avec eux, mais honnêtement, je vous le dis, je le redis, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment sur les derniers mois, mais pour être tout à fait franc avec vous, c'est soit on le fera avec la régulation, avec les gouvernements, ou sinon l'émergence du Web3 et des crypto-monnaies ne se fera tout simplement pas. Peut-être que Bitcoin pourrait éventuellement s'épanouir. Un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin, peut-être dans les pays émergents, les pays les plus modestes, mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut que Bitcoin ait une prépondérance à travers la planète, une réelle crédibilité, si vous voulez. Je pense que c'est super important. Je finirai sur cette toute petite news, puisque je pense que c'est la news de la semaine et on va beaucoup en entendre parler, qui est très catalysant également par rapport à Apple, qui est très proche de nous faire des nouveaux ATH. On n'était pas complètement à côté de la plaque. Je suis pas content de ce que je suis en train de voir si vous étiez en train de shorter massivement vis-à-vis d'Apple. Personnellement, je ne suis pas exposé à Apple, mais c'est quelque chose qu'on avait bien identifié il y a maintenant plusieurs mois de cela. On avait bien identifié un nouvel ATH, potentiellement un premier arrêt. On vient même pas chercher le premier arrêt, donc pas beaucoup de personnes qui ont réussi à rentrer sur ce petit pullback ici, ce petit retracement complètement logique par rapport au précédent mouvement vis-à-vis du crack Covid. Derrière, on va chercher un UT, formidable au niveau d'un UT, et ça va être catalysé par quoi tout au long de la semaine? Par le World Wide Developer Conference. Formidable. On attend Tim Cook en forme, bien évidemment, pour nous parler de toutes les nouveautés d'Apple qui sont plutôt axées sur le software. Ici, on va parler probablement d'iOS 17, de macOS 14, peut-être plus côté applicatif, si vous voulez, mais ça arrive aussi qu'ils parlent de matériel. Ils ont pris l'habitude depuis plusieurs années de parler de matériel. Et on parle ici d'un matériel qui, encore une fois, confirme ma conception de l'entreprise Apple par rapport à un casque de réalité virtuelle. Vous l'avez senti arriver, vous l'avez vu arriver. Apple va-t-il enfin réussir à faire un casque virtuel plébiscité, aimé, apprécié du grand public, etc. 3 fois plus cher, vous connaissez le truc. Généralement, Apple fait toujours la même chose. Ils ont 10 ans de retard. Si on prend PlayStation VR, je crois que c'est 2016, me semble-t-il, 2005, 2015, 2016 au niveau du PlayStation VR. Si vous prenez Oculus racheté par Facebook, c'est 2013, me semble-t-il, ou 2015. Et puis les premiers Oculus ont vu le jour avant les années 2010. Aujourd'hui, on est en 2023. Bon, grosso modo, une bonne dizaine d'années de retard pour Apple par rapport à cette technologie immersive qui peut potentiellement nous guider vers le Web.3. Donc, est-ce que Apple ne ferait pas un petit clin d'œil au Web.3 par rapport à des possibilités de marché et de croissance quasi infinie par rapport à ces technologies-là? On l'attendra. Je vous le dis franchement, si vous regardez au niveau des résultats d'entreprise, enfin des résultats financiers vis-à-vis de la vente au niveau de ces casques de réalité virtuelle, c'est pas bullish. Ils sont plutôt en déclin. C'est pas le raz-de-marée de la réalité virtuelle. Honnêtement, si vous avez un casque de réalité virtuelle, vous n'êtes pas accro comme votre téléphone ou votre smartphone. Oui, c'est pas la même utilité, mais je pense que vous jouez probablement plus à des jeux vidéo mobiles, alors qu'un mobile, c'est pas vraiment fait pour jouer, c'est plutôt fait pour téléphoner et pour éventuellement aller sur... on peut dire maintenant qu'il est parfaitement optimisé pour les réseaux sociaux, c'est plutôt une console de jeu qui est fait pour jouer. C'est pas forcément un mobile. Mais aujourd'hui, on voit bien que 68% des joueurs, si vous voulez, à travers le monde, jouent sur un téléphone mobile. Donc, il a parfaitement réussi à pénétrer, à créer ce nouveau marché. Est-ce que oui ou non, Apple va pouvoir démocratiser, peut-être révolutionner par leur technologie et par leur prouesse par rapport à une magnificence de l'outil en termes de matériel vis-à-vis de la réalité virtuelle? Je tendrai l'oreille et j'espère qu'il nous prouvera toutes leurs promesses, on répondra à toutes nos promesses vis-à-vis de ça. Honnêtement, j'en doute un petit peu. Ça peut décevoir le marché, bien évidemment, faites attention à ça. Mais ce ne sera pas bullish tout au long de cette semaine, entre le 5 juin et le 9 juin vis-à-vis de Apple. Ce sera plutôt bullish et on sera nombreux d'ailleurs à en débattre, pourquoi pas sur le Discord, par rapport à ces nouveautés qui devraient arriver
vis-à-vis tout au long de cette semaine. On sera très impatient d'observer tout ça côté Apple. Et bravo à vous. Et j'espère que vous allez faire un prochain élevage très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.